L'hiver s'installe dans l'archipel d'Okinawa. C'est un hiver très relatif. Les températures ne tomberont pas en dessous de 15 degrés et la mer, si le vent du nord la soulève, est rarement plus fraîche que les 23 ou 24 degrés qu'elle affiche en cette fin de novembre. Ici, en fait, on est bien loin des frimas de l'île principale du Japon. Yonaguni se trouve à quelques encablures de Taïwan et sur sa pointe occidentale, un monument indique fièrement qu'il se trouve au point le plus à l'ouest du Japon. Ce n'est pas tout à fait le tropique, mais les Japonais considèrent l'archipel d'Okinawa comme une destination très exotique vers laquelle ils se ruent dès que le véritable hiver s'abat sur leurs îles du Nord. Yonaguni est une des plus petites îles habitées du Japon. Avec ses 28 km², y vivre peut même sembler improbable. Yonaguni a beau être à plus de 2000 km de Tokyo, elle n'en est pas moins attachée aux valeurs traditionnelles du Japon. 3 villages y sont bâtis, et dans les rues où circulent peu de voitures, les habitants rivalisent de créativité pour entretenir des jardins aussi soignés que ceux du reste du pays. La tradition ici, c'est un peu comme un câble à terre qui permet de rester arrimé à ce pays où tout paraît si loin. Cette histoire fait la fierté de ses habitants. Yonaguni a tant de splendides histoires. Il y a environ 500 ans, un groupe de pêcheurs est arrivé de l'île de Jeju en Corée. On trouve des traces de cette histoire à Jeju sur des écrits que les Coréens ont retrouvés il y a une vingtaine d'années. Il y avait à l'époque 3 villages sur l'île de Yonaguni. Dans ces écrits coréens, il est question d'hommes qui portaient des barbes et de femmes qui arboraient de longues boucles d'oreilles et des tatouages sur le dos de la main. Les gens des villages leur ont donné à manger tout ce qu'ils avaient, du millet, des herbes cuites dans des pots de terre. À cette époque, les gens ne savaient ni lire ni écrire, mais ils étaient déjà d'une grande générosité. Hiro et sa jeune épouse ont quitté l'agitation de Tokyo pour se lancer dans le tourisme. Yonaguni n'est pas très grande, mais sa nature est préservée et le meilleur moyen de la découvrir est d'enfourcher le petit cheval dont la race porte le nom de l'île. Le cheval de Yonaguni est taillé sur mesure pour la clientèle japonaise qui fait vivre Hiro. Il est de petite taille et son caractère docile autorise les profanes à le monter sans difficulté. Sur la côte sud de l'île, sous le vent, quelques-uns des chevaux que l'on qualifie ici de sauvages ont pris leur quartier d'hiver et se sont couverts de leurs poils des mauvais jours. L'herbe est préservée du sel charrié par les embruns de la côte nord
Et même si elle doit lutter pour pousser à travers la rocaille volcanique, elle suffit à nourrir un petit cheptel d'une quarantaine d'individus. Le cheval de Yonaguni qui brave les typhons et contribue à la notoriété de l'île est donc devenu capital pour qu'elle ne sombre pas dans l'oubli. Mais en 1985, les fées se sont encore penchées sur elle, et comme si elles avaient à nouveau souhaité sa fortune, elles ont écrit un chapitre supplémentaire à son histoire. Un chapitre qui aurait en fait une origine vieille de 10 à 12 000 ans, durant lesquels la mer l'aurait gardé comme un secret. Il faut se rendre à la pointe d'Arakawa, au sud-est de l'île, où les falaises effondrées attestent du combat permanent qu'elles ont livré aux vagues. Sur le port, un groupe de plongeurs venus de Russie se prépare fébrilement. Ils rêvaient depuis longtemps d'embarquer sur ce bateau qui les conduit vers un des mystères que l'humanité réserve encore. Il y a environ 10 ans, j'ai appris l'existence de ce monument en consultant des informations sur Internet. J'ai décidé d'organiser un séjour à Yonaguni, mais la catastrophe de Fukushima est advenue. Et personne ne voulait plus entendre parler du Japon. La seconde fois que j'ai voulu l'organiser, nous avons une crise monétaire en Russie. Et comme un voyage au Japon est plutôt onéreux, j'ai encore dû y renoncer. C'est donc la troisième fois que j'essaye. Et pour être honnête, je suis très heureux d'être ici. Le monument est la principale raison pour laquelle nous sommes ici. Nous voulons le voir de nos propres yeux. Mais venir au Japon n'est pas si commun. C'est une belle opportunité de combiner de pouvoir faire ce voyage et de plonger sur le monument. Ce monument dont parle Dimitri est un peu comme un cadeau que le sort aurait réservé à Yonaguni. C'est le professeur Kimura de l'université d'Okinawa qui a conduit les recherches à la suite de sa découverte. Il n'a pas tardé à conclure qu'il s'agirait d'un monument datant d'une époque préhistorique, 5000, peut-être 10 et même 12 000 ans, si l'on en croit les variations du niveau de la mer depuis ce temps, et la théorie selon laquelle il aurait pu être à l'air libre à l'époque de la dernière glaciation. Le monument de Yonaguni déclenche donc de véritables passions, et certains n'hésitent pas à affirmer qu'il pourrait constituer l'un des vestiges de l'antique Atlantide de Platon, ou encore de la civilisation de Lémurie ou de Mu. De nombreuses équipes scientifiques se sont relayées ici, dirigées par des Américains et des Japonais. Elles ne sont jamais parvenues à se mettre tout à fait d'accord. L'époque dont on parle serait bien antérieure à la construction des pyramides d'Égypte, et aucune technologie connue n'aurait permis d'ériger un édifice de près de 100 mètres de long et 25 de haut. Comme souvent, la mer aujourd'hui est agitée. Il en faudrait bien plus pour que les Russes renoncent à cette plongée. Kiyashiro Aratake, lui, se trouve être le découvreur du monument. Qu'il soit d'origine naturelle ou humaine, il est aujourd'hui pour lui une véritable mine d'or, puisque c'est lui qui organise les plongées. Il y a beaucoup de scientifiques qui viennent ici. Et tous ne sont pas d'accord sur le fait que ce monument pourrait avoir été fait par l'homme. Mais cette découverte a au moins une vertu, c'est qu'elle a ouvert la discussion entre tous ces scientifiques.
À moins de 15 mètres de fond, le paysage commence à changer. Il faut franchir une sorte d'entrée pour parvenir sur le site du monument qui repose à moins de 30 mètres de la falaise. La première vision est celle de deux monolithes parfaitement réguliers. Une des premières preuves avancées pour attester d'une intervention humaine. Mon opinion est qu'il s'agit clairement d'une structure faite par l'homme, sans doute avec des objectifs. Ça ressemblerait plutôt à un port où des bateaux auraient pu charger et décharger, et peut-être une carrière où l'on aurait taillé ces pierres pour la construction, car d'ici, on aurait pu très facilement les transporter par la mer. Ces deux structures, car la structure principale est connectée à l'île et à une seconde structure, si le niveau de la mer était 6 à 7 mètres plus bas, elles formeraient une parfaite digue. Donc ceci pourrait avoir été un port très bien protégé. Selon moi, c'est certain qu'il s'agit d'une structure humaine. Dès qu'on parvient sur la structure elle-même, l'angle droit semble régner. Cette succession de marches, de plateformes et de parois verticales ont convaincu le professeur Kimura, qui est un éminent géologue, que la nature avait peu de chances de produire une telle architecture. Ces détracteurs, eux, mettent en avant le fait qu'il s'agit de structures massives et non de pierres assemblées. Ce monument, il y a 10 000 ans, était hors de l'eau. À l'est de l'île de Yonaguni, il y a une grande faille sous-marine. Au nord, une sorte de canal, et au sud, nous avons à grande profondeur la faille des Philippines. Autour de l'île, ceci forme comme un U à 6000 mètres de profondeur. Côté ouest, en direction de Taïwan, c'est peu profond. Il y a 20 millions d'années, de la terre et du sable sont arrivés depuis ce qui est aujourd'hui la Chine pour former une bande peu profonde. Le corail s'y est installé et un récif s'est formé. Il y a eu de nombreuses couches successives et un jour, une partie de ceci est remontée. Entre ces mouvements de la croûte terrestre, le vent, la mer et l'érosion, ceci est devenu l'île de Yonaguni. Ce monument est situé au sud de l'île, qui était auparavant de la terre ferme, et ceci a été prouvé par les géologues. Pour prouver que c'était de la terre ferme, les scientifiques ont daté au carbone 14, grâce aux fossiles de corail et de plantes aquatiques. Il y a 20 000 ans, les glaces sur Terre ont fondu et le niveau de la mer s'est considérablement élevé. Alors, ce monument s'est retrouvé sous l'eau. Toujours à cause des mouvements de la croûte terrestre, il a glissé, selon les géologues. Le gouvernement japonais, ne souhaitant pas adopter de position affirmative dans le débat qui oppose les scientifiques, n'a jamais officiellement divulgué l'existence du site. Il n'en fallait pas plus pour que les plus folles rumeurs commencent à circuler.
alimentée par les théoriciens du complot, qui soutiennent que le monument de Yonaguni serait la preuve irréfutable de l'existence d'une civilisation qui aurait précédé la nôtre. Pourquoi pas extraterrestre d'ailleurs? Chaque cavité devient alors un lieu sacré depuis lequel des êtres auraient communiqué avec d'autres astres, et les plateformes forment un lieu idéal pour l'atterrissage d'engins interstellaires. Les mesures effectuées semblent troublantes, et ce n'est pas sans malice que Kiyashiro entretient le mystère. Toutes les excavations du monument sont orientées vers le sud. Les marches forment un angle de 90 degrés avec l'est et 270 degrés avec l'ouest. Toutes les terrasses et la terrasse principale sont orientées au sud. Au sud, une pente de seulement 1 ou 2 degrés s'engage en direction de la faille des Philippines. Nous étions 3 pour mesurer le monument au moyen du Jōmonyaku, un très ancien système de mesure japonais. Nous l'avons mesuré dans toutes ses dimensions et toutes correspondent à un nombre exact de ces unités. Côté ouest, il y a une entrée et 2 pierres sont érigées précisément à l'est de cette entrée. Un drain est aligné sur une piscine triangulaire. On trouve également une sorte de salle de prière qui fait face à la tortue posée au sommet. Partout, il y a toujours quelque chose qui fait face à autre chose. La tortue, telle qu'elle a été identifiée par les partisans d'une structure d'origine humaine, serait bien un symbole répandu dans toute la péninsule d'Asie du Sud-Est depuis la nuit des temps. Elle rappelle à l'homme qu'il dépend tout autant de la mer que de la terre, et que son destin est bien de composer avec ces 2 éléments s'il veut survivre. Alors, c'est vrai, on se prend aisément à rêver que rien ici ne serait le fruit du hasard, et que l'histoire de l'homme réserve encore des parts d'ombre qui en font aussi tout le charme. Sur un plan plus pragmatique, ça contribue à la fortune de Yonaguni. Il y a beaucoup de gens qui viennent ici. Géologues, scientifiques, historiens des religions, beaucoup de plongeurs de tous les coins du monde. Le groupe de plongeurs russes est enthousiaste. La théorie de Dimitri, le leader, l'a emporté sur tout le monde. Et au retour à bord, chacun est convaincu de détenir à présent une part du mystère de nos origines. Ce qui est précisément l'objectif recherché par les habitants de Yonaguni, qu'ils soient ou pas directement concernés par la vérité scientifique. La découverte de ce monument n'a pas changé que ma vie, mais celle aussi de tous les habitants de l'île. Le doute est entretenu par la géologie capricieuse de cette région du monde, dont l'activité tectonique très ancienne a provoqué de grands bouleversements qui ont fait émerger des continents ou noyer des terres entières, engloutis pour avoir glissé le long des failles. La présence de corail fossilisé prouve bien que Yonaguni fut un jour sous les eaux. Pourquoi n'aurait-elle donc pas été aussi un morceau de continent ? Hiro et sa femme se sont installés sur l'île il y a 3 ans.
Le jeune homme voit une passion au cheval. Et celui de Yonaguni était un peu comme un fantasme. Il a réussi à convaincre quelques investisseurs locaux de se lancer dans la randonnée équestre. Et à l'approche de la saison touristique qui débute avec les fêtes de fin d'année, il doit reconnaître les parcours qui constituent son fonds de commerce, des sentiers oubliés qui s'enfoncent au cœur de l'île, dans ce qui fut en d'autres temps des champs de canne qui assuraient la prospérité des paysans. On dit que le cheval de Yonaguni est venu de Ishigaki ou Miyako, il y a un peu plus de 500 ans. Certains documents coréens attestent qu'en 1477, un bateau de chez eux a fait naufrage ici, et les survivants qui ont débarqué n'ont vu aucun cheval. On présume donc que le cheval de Yonaguni est arrivé de Ishigaki ou Miyako après cette date. L'opinion la plus répandue est qu'il serait venu du nord, d'abord de l'île principale, puis Okinawa, et ensuite des îles de l'archipel. Mais il existe aussi une théorie selon laquelle il viendrait du sud. C'est difficile à dire. Au début, c'était le gouverneur et les gens les plus riches qui l'ont utilisé. Il est passé plus tard à l'agriculture. On l'a ensuite beaucoup utilisé pour le transport. Quand les voitures ont fait leur apparition sur l'île, leur nombre a considérablement diminué. Et à un moment, il n'était plus que 50. Quand ce nombre plancher a été atteint, il y a quelques personnes qui se sont mobilisées pour que la race soit sauvegardée et protégée. Et le nombre est remonté à 120 ou 130 individus aujourd'hui. L'objectif n'était d'ailleurs pas de seulement les protéger, mais d'inciter les gens à les utiliser à nouveau de façon pratique, comme nous qui organisons des randonnées par exemple. Sur l'île d'Okinawa, comme ce cheval est de petite taille, on l'utilise beaucoup pour promener les enfants, mais il sert aussi à certains programmes pour les gens handicapés. J'espère que dans l'avenir, ça va se développer. À l'époque où le gouvernement central a commencé à s'intéresser à ces contrées perdues de l'archipel d'Okinawa, il a provoqué de grands bouleversements dans les modes de vie. Madame Kunigami s'est intéressée à une histoire particulièrement triste que se sont transmis les natifs, qui n'ont pas eu à lutter seulement contre la nature austère de la roche ou de la mer. Cette île est située au point le plus à l'ouest du Japon. On dit qu'ici, il y a 400 ans, le gouvernement de l'époque, un jour, a imposé de très lourdes taxes à chaque habitant, ce qui les a rendus très pauvres. Ils se sont retrouvés sans grand-chose à manger. Je ne sais pas si c'est la réalité ou une légende, mais c'est ce qu'on dit. Avant ça, lorsqu'ils étaient gouvernés par le royaume de Ryukyu, ils vivaient très heureux et ne manquaient de rien. Mais le roi de l'île principale, qui était le royaume de Shimazu,
a conquis le royaume de Ryukyu et a modifié le système de taxes pour en imposer une à chaque habitant, enfant compris. Comme c'était un système de taxes par tête, il fallait réduire la population de l'île. Une des méthodes que les habitants de l'époque ont trouvées était donc de faire sauter une crevasse aux femmes enceintes. Le choc que provoquait le saut leur faisait perdre l'enfant qu'elles portaient. On dit que certaines d'entre elles ne sont pas parvenues à sauter de l'autre côté et qu'elles sont mortes en tombant au fond. C'est peut-être une légende, je l'espère, car c'est une histoire très triste pour les femmes, et je n'aime pas l'idée que ce soit arrivé sur cette île. Voici donc la crevasse qu'elle devait sauter. Pour les hommes, c'était autre chose. Une cloche sonnait et ils devaient rejoindre un endroit qui s'appelait Tunguda. Ceux qui ne venaient pas ou ceux qui arrivaient en retard étaient tués. Ceux qui étaient trop loin et qui n'avaient pas le temps de venir étaient donc sacrifiés. C'était un moyen de réduire la population des hommes. Il s'agit donc de deux légendes très tristes. Ici, c'est la crevasse que l'on appelle Kuburabari, la crevasse du village de Kubura. Il y a 135 ans, cet impôt a été supprimé. Mais pendant plus de 3 siècles, les habitants de Yonaguni ont eu à subir de très lourdes taxes. Nous n'avons pas d'écrit à ce sujet, mais c'est ce que la légende dit. Quand j'étais enfant, je vivais tout près d'ici. Et j'ai du mal à croire que des choses si horribles ont pu se produire sur notre île. Je me demande si c'est vrai ou pas. Mais il y a toujours une part de vérité dans les légendes. Récemment, un jeune homme a essayé de sauter. Il n'a pas réussi. Il est tombé au fond et s'est cassé les 2 jambes. Il a fallu le transporter à l'hôpital de Ishigaki. Vous imaginez comme ça peut être cruel de faire sauter cette crevasse à des femmes enceintes? La légende dit que beaucoup d'entre elles sont mortes car elles ne sont pas parvenues à le faire. Vraiment très triste comme histoire. C'est profond de 7 mètres. Et quand j'étais petite, ça me semblait tellement plus profond. Il me semble qu'il y avait de l'eau dedans. Je ne me souviens pas vraiment, mais c'est en tout cas l'endroit où est née cette légende. Quelques siècles plus tard, au moment de la Seconde Guerre mondiale, le Japon a colonisé Taïwan. La population de Yonaguni a profité du fait que Taïwan était un pays riche pour y envoyer les enfants à l'école, pour y travailler. Et lorsqu'ils sont revenus, tous étaient des gens très instruits. Mais le Japon a perdu la guerre. Il s'est retrouvé sans rien, sans nourriture, sans médecine, alors que Taïwan ou Hong Kong possédaient tout ça. Yonaguni est alors devenu un port de contrebande et la population de l'île a considérablement augmenté. Les villages d'origine ont pris le statut de petite ville en juin 1947. Les autres îles de l'archipel d'Okinawa souffraient de la faim
Mais à Yonaguni, il y avait beaucoup de riz qui provenait de la contrebande et qui a fait la fortune de l'île. Les enfants s'amusaient à crever les ballots de riz, mais les poules n'en voulaient même pas tant il y avait à manger. Grâce à ce statut nouveau et la prospérité de l'île, sans doute accentuée par sa proximité avec Taïwan, ses habitants ont convaincu le gouvernement d'y construire un aéroport. Peu d'îles aussi petites pouvaient alors se vanter d'en posséder un capable d'accueillir des moyens courriers. Son inauguration en 1948 a fait l'objet de festivités mémorables. Et Yonaguni s'est prise à rêver qu'elle allait devenir une plaque tournante du commerce entre le Japon et le sud-est asiatique. Ce fut le cas et quelques familles ont même fait fortune. Puis le Japon s'est reconstruit petit à petit et s'est redevenu un pays riche. Les gens de l'île n'ont plus pu exercer la contrebande et tout s'est cassé la figure. Beaucoup de gens ont préféré partir et pour ceux qui sont restés, c'est le temps des vaches maigres qui est arrivé. Aujourd'hui, il n'y a plus que 1650 habitants répartis dans 830 familles, mais le gouvernement nous a laissé le statut de ville, malgré le fait qu'il y ait moins que les 10 000 habitants nécessaires. Et grâce à ce statut de petite ville, bien sûr, nous recevons de la part de l'État des aides plus importantes qu'un simple village. Avant la guerre, pendant la guerre, après la guerre et aujourd'hui, Yonaguni a donc connu des fortunes diverses, avec des bons moments et des moments de dégringolade. Dans l'archipel d'Okinawa, il y avait 49 îles habitées, mais avec la construction de ponts entre certaines îles, on n'en compte plus que 39 aujourd'hui. Yonaguni est l'île la plus à l'ouest de toutes, et elle a toujours été un véritable trésor. Le rêve n'a pas duré, mais l'aéroport est resté. Aujourd'hui, il permet d'acheminer des flots de touristes que l'imagination débordante des habitants de Yonaguni permet d'occuper autant que possible. Le cheval d'ici est un excellent produit d'appel. Tanaka Masahiro est né sur l'île. Le cheval de Yonaguni, il est monté dessus avant même peut-être de marcher. Et aujourd'hui, en plus d'en faire un commerce en organisant des randonnées, il est l'un des responsables en charge de sa pérennité. Avec si peu d'individus, le petit cheval est menacé par la consanguinité qui pourrait bien, à terme, provoquer son extinction. Le premier travail consiste donc à gérer parfaitement les naissances et à éloigner les individus de mêmes parents. De fréquentes visites s'imposent dans les zones de l'île qui leur sont réservées afin de surveiller ces naissances et de tenir à jour les registres. Tanaka leur rend visite aussi souvent que possible par le chemin qu'il propose à ses clients qui surplombe la côte sud-est de l'île, bordée de roches volcaniques qui rappellent le passé géologique tumultueux de la région. Ils mènent une vie sauvage, mais ils appartiennent à quelqu'un. Il y a une association qui possède les champs dans lesquels ils pâturent, et c'est elle qui les gère. Les membres sont propriétaires des chevaux et des champs.
Ils fournissent l'eau qui permet aux chevaux de s'abreuver et un corral dans lequel on peut les regrouper en cas de besoin. Mais personne ne leur donne à manger. Ils vivent donc à l'état sauvage. On peut considérer qu'ils sont sauvages. Quand survient un typhon, par exemple, ils savent très bien où aller se cacher pour se mettre à l'abri. Ces champs leur sont réservés, mais nous avons installé des fossés pour les empêcher d'en sortir. Les chevaux en ont peur, il y a de l'eau au fond et ça les effraie, donc ils ne les franchissent pas. Les autres îles n'utilisent plus les chevaux, et les ont même carrément oubliés. Les autres îles n'ont même pas de champ pour les chevaux. Mais l'île de Yonaguni est vraiment une île sur laquelle les gens attachent de l'importance aux chevaux. C'est grâce à ça qu'ils survivent malgré tout. Il y a des chevaux à Miyako également, et ce sont les chevaux de Miyako. Mais ils sont très semblables à celui d'ici. Ils sont très dociles et très calmes. À Okinawa, on trouve donc le cheval de Yonaguni et celui de Miyako. Dans tout le Japon, il y a au total 8 races de chevaux, et 2 d'entre elles sont ici à Okinawa. Les typhons que les chevaux de Yonaguni ont appris à braver forment une autre composante culturelle de l'île qui a toujours imposé à ses habitants de construire de solides maisons. Chaque année, entre 5 et 10 épisodes d'une grande violence s'abattent sur Yonaguni, détruisant une partie des maisons et des infrastructures que l'on a pris l'habitude de reconstruire inlassablement. Le progrès a favorisé l'arrivée de nouvelles techniques qui permettent toutefois de limiter les dégâts. Il y a beaucoup de typhons chaque année qui se forment sur Okinawa. Mais ceux qui parviennent ici causent beaucoup de dégâts, car l'île est plus petite. À cause de ça, nous utilisons des toits plus solides que nous renforçons. Nous n'utilisons pas de clous, mais des vis. Cette maison a 130 ans. Elle a été construite avec un bois que nous trouvions ici, qui est indestructible par les insectes. Un bois très résistant, que nous appelons Irumati. Mais depuis ce temps, ce bois n'est plus utilisé, car on n'en trouve plus à l'état naturel. C'est grâce à ce bois très résistant que cette maison a pu, par exemple, se maintenir plus de 130 ans. Yonaguni a construit la tradition au fil des siècles. Et lorsqu'on examine les photos publiées dans le livre qui retrace son histoire récente, on y voit clairement l'une d'entre elles. Cette tradition, c'est le kimono très particulier que l'on porte ici et qui n'a pas changé. Madame Izaki est l'une des artisanes du maintien de cette tradition. Dans ce pays à la pointe de la technologie, où l'on conçoit des robots capables de remplacer les hommes, rien n'est envisagé pour substituer son savoir-faire. C'est à la main, au moyen d'un rouet sur un métier archaïque, qu'elle file la soie et tisse la fine étoffe à la trame immuable.
Le kimono de Yonaguni a longtemps été la tenue de tous les jours, vêtue indifféremment par les hommes et par les femmes. Aujourd'hui, c'est un accessoire indispensable de la garde-robe, un habit de fête que chacun des habitants de l'île se doit de posséder. L'activité de Madame Isaki s'adresse donc avant tout à eux, même si les visiteurs en sont friands aussi. La confection d'un exemplaire est un travail de plusieurs semaines, et il n'est pas question de l'automatiser de quelque manière que ce soit. Le tissage est un art qu'on pratique encore de nos jours sur Yonaguni. Et ce kimono est toujours utilisé. À l'époque, c'était un vêtement de travail qu'on utilisait pour aller dans les champs. Aujourd'hui, on l'utilise pour des cérémonies, des festivals. Et les enfants le portent quand ils font une représentation à l'école. La soie qui sert à la confection des kimonos a longtemps été produite sur place. Désormais, il est importé sur l'île, mais le kimono garde son caractère authentique grâce à la teinture employée pour cette soie, produite de façon parfaitement naturelle à partir d'essences végétales locales. On ne peut pas vraiment parler d'économie, car c'est une activité très limitée. Mais les gens qui pratiquent le tissage, même s'ils sont très peu, contribuent à la réputation de l'île. Et c'est bien pour le tourisme. Les gens de l'île sont très fiers de ce kimono. Ça ressemble à du Vichy, mais on utilise du fil noir et du bleu marine. Les lignes horizontales sont en fil de jute, qui est filé à la main. Il semble simple quand on le voit, mais le motif est celui de Yonaguni. Et les gens d'ici en sont très fiers. Les visiteurs qui viennent à Yonaguni et qui viennent chez nous veulent voir le tissu que nous fabriquons, les couleurs, les motifs. Ceux qui achètent nos kimonos sont en principe de vrais amateurs de kimonos. Ceux qui ne sont pas amateurs de kimonos achètent autre chose. Des cravates, des mouchoirs, des choses plus petites et moins chères. Il y a 28 ans, je cherchais un endroit où passer le restant de ma vie dans l'archipel d'Okinawa et j'ai connu Yonaguni. C'est l'île que j'ai préférée et j'ai pensé que je pourrais gagner ma vie en faisant du tissage. La nature à Yonaguni est très particulière. Alors je suis contente que le tourisme marche bien. Mais je n'aimerais pas qu'il se développe trop comme dans certaines îles de l'archipel d'Okinawa. Les kimonos et les étoffes ne sont pas le seul attrait que Yonaguni offre à ses visiteurs. Ce qui est sûr, c'est qu'elle n'est pas un lieu ordinaire et qu'elle n'est de toute façon pas considérée comme telle. Son saké lui-même présente des singularités. L'awamuri, qui est le nom du saké d'ici, est arrivé à Yonaguni au XVe siècle depuis l'Asie du Sud. L'histoire dit que Yonaguni a été la première des îles à le connaître. Par la suite, il est monté dans les autres îles du royaume de Ryukyu. L'awamuri est un alcool de riz, mais nous devons utiliser un riz qui vient de Thaïlande. La première opération consiste à cuire le riz à la vapeur. Puis nous le mélangeons avec du malt et nous le distillons.
Le processus dure environ 1 mois. Nous stockons l'awamori ici, puis il part sur le marché. L'awamori est très important pour la population d'ici. Les gens l'utilisent lors des mariages, des commémorations, pour toutes les occasions en fait. La réglementation japonaise impose que les alcools titrent un degré inférieur à 40 degrés. Mais une des variétés de l'awamori que nous distillons titre jusqu'à 60 degrés, ce qui est autorisé de manière très spéciale. La raison, c'est qu'il appartient à l'histoire. C'est aussi une des particularités culturelles de Yonaguni. À Yonaguni, on meurt aussi. Mais ce lieu si différent duquel peu d'habitants souhaitent partir, même jeunes, se devait d'entretenir un rapport singulier avec la mort. Quand on est peu nombreux, on aime à croire que ceux qui partent ne sont pas très loin. Et c'est pour ça que les tombes de Yonaguni représentent le sexe et le ventre d'une femme enceinte, ce qui symbolise le fait que chacun retourne à l'endroit d'où il vient et que la vie, ainsi, peut recommencer sans cesse. Les habitants de Yonaguni ne sont plus qu'une poignée. Et à Tokyo, rares sont ceux qui connaissent même leur existence ou celle de leur île. Mais ceci leur convient parfaitement. Ils entretiennent une grande fierté à se sentir si différents, y compris dans leurs origines qui ont façonné des traits très caractéristiques. C'est pour ça aussi qu'ils se sentent si proches de leurs chevaux, qui possèdent la particularité d'être très peu et d'être uniques. Sur les autres îles, on trouve aussi des chevaux, mais ce ne sont pas des chevaux d'origine. À Ishigaki, par exemple, à l'époque Meiji, à la fin du 19e siècle, on a croisé les chevaux avec des chevaux européens. Et les chevaux actuels sont donc beaucoup plus grands que ceux d'ici. Et ce ne sont donc pas des pur sang. La richesse du destin n'est donc pas proportionnelle à la surface sur laquelle il s'exerce. Tous les habitants de Yonaguni vous le diront. Ce bout de Japon, si loin qu'il ne peut que se vanter d'en être l'extrémité, symbolise à lui seul la formidable résilience que peuvent opposer les êtres vivants aux conditions difficiles auxquelles ils sont soumis. Le petit cheval de Yonaguni traverse allègrement le temps, sans autre nécessité que celle d'une gestion intelligente de sa reproduction. Il peut sembler désuet dans ce pays dominé par la course au progrès et à qui l'on doit bon nombre d'avancées technologiques majeures. Pourtant, on le chérit et son existence suffit à rappeler que le temps passé est aussi important sans doute que celui qui arrive.
Yonaguni sera peut-être un jour reconnu comme un des lieux clés de l'histoire de l'humanité, si ceux qui le croient parviennent à fournir la preuve qu'elle fut, en d'autres temps, le siège d'une civilisation plus avancée, peut-être, que toutes celles que nous connaissons aujourd'hui. Son petit cheval deviendrait alors celui de la cité engloutie.